Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Célébration ce 22 février de la journée internationale du scoutisme, mouvement d'éducation des jeunes répandus dans le monde entier. On en parle dans ce journal. Les enseignants du secondaire de l'Atlantique se sont réunis samedi dernier pour faire le bilan des réformes opérées par le PAG dans le secteur de l'éducation. Et puis, près de 8 millions d'électeurs étaient aux urnes ce dimanche au Niger pour désigner le nouveau chef d'État. Bienvenue à toutes et à tous. La communauté internationale célèbre ce 22 février 2021 la journée mondiale du scoutisme dénommée Fikin Day. Cette journée marque la naissance de Baden-Powell, père fondateur de ce mouvement d'éducation des jeunes répandus dans le monde entier. Quel est l'apport réel de ce mouvement dans l'éducation de la jeunesse? Élément de réponse dans ce reportage de Aristide Setti. J'ai connu le scoutisme quand j'étais encore sur les bancs, c'est-à-dire quand j'étais très jeune. J'ai connu le scoutisme, je pense, en classe de CM1. À l'instar de Aurel Nukbo-Michiafor, plusieurs citoyens béninois, notamment des jeunes, appartiennent au scoutisme. Une association à but non lucratif et centrée sur le volontariat qui, au fil des années, a su trouver sa place dans la société à travers les jeunes qui se dévouent afin de rendre leur pays meilleur au quotidien. Malgré la présence du mouvement scout au Bénin, nombre de jeunes n'ont pas une bonne connaissance du scoutisme. Le scoutisme, c'est une association de jeunes d'abord. C'est une association pour les jeunes. Basée sur le volontariat sans distinction de race, de religion. C'est une association qui accueille les jeunes. C'est d'abord une association d'éducation aussi, une association d'éducation pour les jeunes. Alors au Bénin, nous accueillons les jeunes à partir de 6 ans. Donc déjà le jeune à partir de 6 ans, on l'accueille au scoutisme dans les unités scouts pour les activités scouts. Le scoutisme béninois subdivisé en des régions optimise ainsi l'apprentissage des jeunes à travers différentes activités bien variées telles que les formations, des randonnées, des camps, des jeux, des moments de méditation et des causeries. Lesquelles activités apportent un équilibre majeur dans la vie des jeunes d'aujourd'hui qui sont parfois contraints de concilier les études, autres occupations et leur engagement scout. Le scoutisme contribue d'abord à l'éducation de jeunes. Nous complétons l'éducation de l'école et de la maison. Le scoutisme amène le jeune à se défendre seul et à être lui-même. Le scoutisme permet aux jeunes de se prendre lui-même en charge. Le scoutisme peut apporter beaucoup aux jeunes. Je l'ai dit tantôt dans la définition que c'est une association d'éducation. Donc nous sommes là pour contribuer au développement intégral du jeune. Quand on parle du but du scoutisme, c'est de contribuer au développement intégral du jeune, tant sur le plan physique, intellectuel, social, spirituel et autres. Et donc on est là pour apporter un plus à l'éducation que le parent apporte à l'enfant à la maison et que l'école apporte à l'enfant aussi. Le scoutisme va donc permettre aux jeunes de ne plus être livrés à la rue. La commissaire nationale chargée de la promotion du genre du scoutisme béninois invite les jeunes et leurs parents à faire confiance à cette association éducative qui fait grandir les jeunes en leur faisant découvrir la nature, la vie en communauté et en leur transmettant des valeurs universelles de respect, de partage et de dépassement de soi. Aux jeunes, je dirais de nous faire confiance. De faire confiance aussi à leurs pères, c'est-à-dire leurs amis qui sont scouts. De laisser cette réticence qui est en eux et de venir vers nous. Je suis sûre qu'une fois adhérés au scoutisme, ils vont aussi gagner un de plus. Je dirais aux parents de nous laisser les enfants venir au scoutisme. Faut-il encore le rappeler? Le scoutisme est né en 1907 de l'initiative d'un seul homme, Robert Stephenson Smith Baden-Powell,
lieutenant général de l'armée britannique. Les comités communaux de campagne et les comités de campagne d'arrondissement CCC et CCA se sont retrouvés samedi au Palais des Congrès de Cotonou. Objectif, outiller les CCC et CCA pour la mobilisation des électeurs dans le cadre des élections présidentielles de avril 2021. Suivez le compte rendu de Laurette Kankambé et Damien Pedro. Les comités communaux de campagne et les comités de campagne d'arrondissement CCC et CCA se sont retrouvés ce samedi 20 février 2021 au Palais des Congrès de Cotonou. Konom Geoffroy, président du comité d'organisation de ce rassemblement, rappelle l'importance de ces acteurs dans la mobilisation des électeurs. C'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui pour vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de cette rencontre qui consacre la remobilisation des CCC et CCA et autres acteurs du nouveau départ. Nous constituons une force politique au sein des partis politiques, l'Union progressiste et le Bloc républicain. Présent à ce grand rassemblement, le directeur de la communication de la présidence, Wilfried Léandre Hongbedi, présente quelques réalisations du gouvernement. Une réforme fondamentale qui a été faite, mais qui au début a été mal perçue, l'encadrement du droit de grève. Mais aujourd'hui, nos compatriotes comprennent et apprécient la pertinence de cette réforme. Nos écoles fonctionnent désormais mieux. Elles ne sont plus délaissées par les enseignants. Les parents ne s'inquiètent plus de savoir que font leurs enfants quand ils sont partis de la maison parce que les classes étaient fermées. Et les résultats s'améliorent d'année en année pour dire que nous avions eu raison de faire cette réforme. Le coordonnateur général des CCC et CCA, Randis Romain Arondinou, premier adjoint au maire de Cotonou, rappelle à l'assistance sa responsabilité dans le processus électoral. Cette cérémonie a pour but de remobiliser les membres du comité communal de campagne, ceux des comités de campagne d'arrondissement, du littoral et autres acteurs du nouveau départ. C'est le moment de nous mobiliser à nouveau pour la poursuite des grands chantiers ouverts. Puisqu'on ne change pas l'équipe qui gagne, nous sommes justement au temps de l'ambition pour notre chère patrie le Bénin. Dans 51 jours, nous allons à la rencontre du suffrage universel. Plusieurs communications ont meublé la dite séance, entre autres celles relatives à la bonne. Toutes nos excuses pour cet élément qui s'est achevé à queue de poisson. Les enseignants du sous-secteur de l'enseignement du secondaire de l'Atlantique se sont réunis pour faire le bilan du programme d'action du gouvernement au niveau du secondaire, de la technique et de la formation professionnelle. C'était samedi dernier à la Maison du Peuple de la mairie d'Abomey-Calavi. Plusieurs enseignants membres de la Ligue des enseignants du sous-secteur de l'enseignement secondaire du département de l'Atlantique à prendre part à cette rencontre pour faire le point des actions menées depuis 5 années au niveau du secondaire et de la formation professionnelle. Des actions qui facilitent aujourd'hui, selon eux, leurs conditions de vie et de travail et qui ont surtout permis de mettre fin aux grèves perlées. Les actes de reclassement et autres ne sont plus objets de corruption. Nous sommes tranquilles chez nous et les actes sortent, les salaires sont améliorés, les avancements et autres, même les rappels, on n'a plus besoin de courir au ministère des Finances. Le gouvernement a compris que le taux de chômage dépend de plus en plus de la qualité de la formation que nous donnons à nos enfants aujourd'hui. Et sur ce fait, la tendance, c'est l'enseignement technique et professionnel. D'ici à l'horizon 2030, nous passerons à 70% d'enseignement technique contre 30% d'enseignement général. Nous avions vu comment les écoles ont fonctionné. Sans les grèves, comment le temps scolaire, on arrive toujours à terme de ce temps scolaire. Tout ceci grâce à la limitation du droit de grève.
Cette démarche des enseignants a été soutenue par la présence du maire de la commune d'Abomey-Calavi, Angelo Arondinou, et de l'honorable Epiphane Renfort. L'enseignant est le point de départ de tout. On ne peut pas parler du développement sans toucher à l'enseignement depuis la base. L'enseignant, c'est le socle du développement. Et si nous référons au mot qui mine le développement, vous verrez que le dénominateur commun, c'est la corruption. Ces enseignants s'engagent à œuvrer de par leur travail pour la consolidation des acquis du PAG au profit de l'enseignement. Au registre santé, les gestes barrières ne sont plus respectés par certains apprenants dans les collèges. C'est le constat fait dans 2 collèges de la commune d'Abomey-Calavi. Suivez le reportage de Laurent Roland Tolinkes. Taux de contamination à la COVID-19 monte au Bénin. Le nombre de décès également. Le monde entier est sous la menace des nouveaux variants sud-africains et brésiliens. Et pourtant, les apprenants de nos collèges au Bénin ne semblent pas prendre la mesure des choses. Leur défaut, c'est qu'ils portent les masques pour rentrer et dès qu'ils sont dans les salles de classe, ils enlèvent. Et c'est quand ils voient les autorités arriver qu'ils portent encore à nouveau. Donc, nous sommes là chaque jour pour les sensibiliser et on leur dit que le mal sévit. Même si eux ne vont pas ressentir, il peut toutefois contaminer leurs parents à la maison. Pas trop. Parce que quand tu leur fais d'eau, même s'ils mettent le cache-nez du message, quand tu leur fais d'eau, ils enlèvent encore. Donc je ne peux pas dire que le message passe, ça ne passe pas trop. Dans le même temps, la disponibilité de dispositifs de lavage de mains fait défaut. Également, le manque d'infrastructures scolaires qui constitue une barrière pour le respect de la distanciation sociale dans ce collège d'enseignement général d'Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi. La directrice et l'infirmière de l'établissement lancent cependant un appel aux autorités et aux bonnes volontés. Nous demandons aux bonnes volontés de nous venir en aide, surtout pour les dispositifs de lavage de mains, parce que tout ce que nous avons là, c'est fait sur fonds forts. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore eu des dons de dispositifs de lavage de mains, à part les masques que le gouvernement avait donnés. Donc, s'il y a des bonnes volontés, il peut toutefois nous aider, surtout pour les dispositifs et puis les masques. Concernant les dispositifs, nous, on nous a demandé, le ministère de la Santé nous a demandé de faire des demandes. Donc, on a fait les demandes qui sont au bureau de zone. On attend qu'on nous appelle, qu'on nous rappelle pour la suite. Bon, si les bonnes volontés peuvent venir nous aider en dispositif, ça peut aller. Au CEG Agassa Godomé, les apprenants sont également sans masque. Le directeur du collège n'a pas souhaité se prononcer sur la question. Les apprenants évoquent les raisons qui motivent leur fléchissement dans le respect des gestes barrières, même s'ils croient à l'existence de la pandémie de la COVID-19. Ça existe, mais comme je n'ai pas cette intention-là, c'est pour cela que je n'ai pas gardé le masque. Mais je reste à la maison. Comme on ne contrôle plus ça, c'est pour cela que je laisse ça. Il y a des contrôles, mais comme on ne vient pas dans la salle pour réclamer ça, c'est pour cela que je n'ai pas cette attention-là. Mais ça dégage tout le chaleur, c'est pour cela que je n'ai pas gardé ça. Si on porte ça, la chaleur, ça... En fait, quand on met les masques, on n'arrive pas bien à respirer souvent. On a le manque de respiration. Et ça ne nous permet pas de parler. Oui, en fait, on a eu les masques au début d'année, mais au fil des temps, on ne garde plus ça. Bon, on a fait peut-être ça, d'autres, on n'amène pas. Donc si l'État peut encore nous redistribuer les masques, bon, on pourra encore porter ça. Il y a donc urgence de fournir les masques et les dispositifs de lavage de mains au collège et ensuite durcir le ton quant au respect strict des gestes barrières. Autorités à divers niveaux et personnes de bonne volonté sont donc sollicitées. L'actualité sur le continent, près de 8 millions d'électeurs étaient aux urnes ce dimanche au Niger pour désigner leur nouveau chef de l'État, une alternance démocratique inédite depuis 60 ans, marquée hier par la mort de 7 membres de la commission électorale. Leur véhicule a sauté sur une mine dans une zone en proie au terrorisme.
Le second tour des élections présidentielles entaché par un nouveau drame. Alors que la population votait pour élire son nouveau président, le Niger a connu la perte d'agents électoraux. Et c'est dans la région de Tillabéri, à l'ouest du pays, que leur véhicule a roulé sur une mine qui venait d'être posée. Le bilan humain est lourd, 7 morts et 3 blessés. J'ai appris, avec regret et tristesse, l'attaque terroriste qui a causé la mort de 7 agents de la CENI dans l'exercice de leurs fonctions. En cette circonstance douloureuse, j'adresse mes condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Cet attentat probablement perpétré par des djihadistes est le deuxième depuis le coup d'envoi des élections. Lors du premier tour, une centaine de personnes avaient été tuées lors de l'attaque de 2 villages dans cette même région de Tillabéri. Des drames qui interviennent à un moment crucial du pays. C'est un grand choc pour nous tous. À un moment historique de notre pays. Historique parce que nous avons des élections qui, pour la première fois de notre histoire depuis 60 ans, qui se déroulent de telle sorte qu'un président démocratiquement élu passe le témoin à un autre président démocratiquement élu. Les résultats du second tour des élections présidentielles au Niger ne seront connus que dans plusieurs jours, le temps que l'ensemble des bulletins de vote soient dépouillés. Les électeurs avaient le choix entre 2 candidats, Mohamed Bazoum, fidèle du président sortant, et Mahaman Ousmane, ancien président de la République dans les années 90. Le futur chef d'État nigérien aura donc fort à faire dans un territoire où l'insécurité règne. Le Niger est régulièrement visé par des groupes djihadistes affiliés à l'État islamique à l'ouest et par Boko Haram à l'est du pays. L'Algérie fête les 2 ans du mouvement populaire du Irak, de la chute de l'ancien homme fort Abdelaziz Bouteflika au geste d'apaisement du nouveau président Abdelmadjid Tebboune. C'était jeudi dernier. Retour sur ces 2 années de contestation inédite en Algérie avec nos confrères de RT France. Le 22 février 2019, une annonce va déclencher la colère de la rue algérienne. Le président Abdelaziz Bouteflika, particulièrement affaibli, fait part de son souhait de briguer un 5e mandat. Dans la foulée, des milliers d'Algériens descendent manifester dans les rues des grandes villes du pays. Le mouvement du Irak prend racine et va entraîner la chute du chef de l'État algérien. Le 11 mars, Abdelaziz Bouteflika renonce d'abord à se présenter à la présidentielle. La volonté du Irak est en partie exaucée le 2 avril 2019. Abdelaziz Bouteflika accepte de démissionner. Mais pour les manifestants, c'est insuffisant. Ils réclament le départ des proches du président démissionnaire ainsi que des généraux qui dirigent le pays en coulisses. Abdelkader Ben Salah est nommé président par intérim le 9 avril 2019. 2 mois plus tard, il appelle à un dialogue lors d'un discours télévisé après le report de la présidentielle. Je vous appelle tous à opter pour la voie du dialogue inclusif en vue de tracer une feuille de route devant aider à l'organisation par l'État du scrutin dans les meilleurs délais. Dans la rue, le Irak continue de maintenir la pression. Des manifestations pacifiques se déroulent tous les vendredis, en particulier à Alger. La présidentielle est finalement fixée à la fin 2019. Le 12 décembre 2019, Abdelmadjid Tebboune, un ancien fidèle d'Abdelaziz Bouteflika, remporte une présidentielle massivement boycottée par l'opposition. Il propose d'organiser un référendum constitutionnel. Près d'1 an plus tard, le 1er novembre 2020, une révision constitutionnelle est approuvée par référendum, un scrutin marqué par le taux d'abstention le plus élevé de l'histoire de l'Algérie. Le référendum se tient en l'absence du chef de l'État atteint du Covid-19 et hospitalisé en Allemagne. Abdelmadjid Tebboune revient brièvement à Alger en décembre 2020 avant d'aller à nouveau se faire soigner à Berlin. Il réapparaît à la télévision algérienne le 12 février dernier. Un retour aux commandes du pays quelques jours avant une reprise des manifestations. Le 16 février, des milliers de personnes manifestent à Kerata pour le 2e anniversaire du Irak, là où avait eu lieu la première marche. 2 jours plus tard, le président Tebboune tend la main à l'opposition et gracie des dizaines de prisonniers politiques. Il annonce également la dissolution de l'Assemblée nationale. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale populaire pour appeler à des élections qui soient affranchies de l'argent, qu'ils viennent de la corruption ou non, et d'ouvrir les portes à la jeunesse.
À cette dissolution de l'Assemblée nationale s'ajoute un remaniement ministériel sans changement majeur. Pas de quoi calmer les revendications de l'opposition qui appelle à manifester ce lundi partout en Algérie. Ce sera tout pour cette édition, mesdames, messieurs. Merci pour l'attention et à demain.